j'ai pris quelques notes pendant toute l'après-midi et j'avais essayé de préparer un peu ce que je m'attendais à entendre. Et donc, je vais vous proposer tout d'abord de réagir en tant que ma première casquette, c'est-à-dire représentant des agroéquipements, ça va être très court. Puis, surtout, de voir en tant qu'observateur extérieur ce que j'ai retenu, ce qui m'a surpris ou ce que j'ai appris dans les échanges que nous avons eus. Enfin, je ne pourrais pas conclure sans dire l'importance du think tank Safagridé, son rôle et son utilité. Tout d'abord, sur la partie des industriels de l'agroéquipement qui sont en fait un secteur économique comme les autres, fournisseurs de biens d'équipement et d'investissement pour les agriculteurs. Que penser de cette évolution de la plateformisation dans les relations avec les agriculteurs ? C'est une évolution comme une autre, point à la ligne. Elle se développera avec des initiatives privées, elle se développera avec des initiatives publiques. Tout à l'heure, Patrice Durand évoquait l'historique Agri-Affaires, peut-être première plateforme, et son rôle et son succès qui est toujours existant. WeFarmUp que l'on a vu aujourd'hui. Tout ça sont des évolutions assez naturelles et assez logiques de la relation entre les agriculteurs et ses fournisseurs. Et en fait, les industriels de l'agroéquipement n'ont pas à se positionner. Ça fait partie de l'évolution économique et donc, il faut le prendre en compte. Sûrement, à l'évidence, et on va le voir dans ce qu'on a vu dans l'ensemble des débats, ça va créer des nouveautés, des initiatives, des idées nouvelles, des angles de vue nouveaux, et c'est ça, à mon avis, qui est important. Ensuite, en tant que témoin de tout ce qu'on a écouté, eh bien, nous avons eu d'abord un exposé assez complet de M. Leibovici, professeur à ESCP, qui nous a expliqué que finalement tout cela était une forme nouvelle d'intermédiation entre les acteurs, de raccourcissement des relations, de mise en réseau. Tout ça était assez clair et assez simple. Je m'attendais après à avoir une description un peu plus détaillée de sa part, et elle est venue dans le débat, plus que dans son exposé, sur l'importance des algorithmes, des méthodes de calcul. Certes, on met en relation alors on le verra tout à l'heure, des acteurs. Ils sont clients, ils sont fournisseurs, ils sont mélangés, quelquefois ils sont l'un, quelquefois ils sont l'autre, mais on les met en relation. Comment optimiser cette relation ? Et effectivement, la question de l'importance de la gestion des données a été évoquée par Kevin Campuy, par Hervé Pillot, les algorithmes par Jean-Paul Hébrard, et puis le débat sur aura-t-on des algorithmes pour prévoir les prix des matières premières agricoles ? En fait, tout ça résulte d'une évolution assez considérable et assez exponentielle de tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Certes, la puissance des calculateurs, l'accès à une quantité de données de plus importante facilite tout cela. J'ai noté quelques événements qui ne peuvent pas passer sous silence. Le robot de Google a battu un champion du monde du jeu de Go. On l'a annoncé il n'y a pas très longtemps. Et ceci, après 20 ans où, rappelons-nous, l'ordinateur d'IBM avait battu Kasparov aux échecs. Le programme Watson d'IBM qui travaille sur la formulation linguistique en 2011 avait gagné un jeu télévisé de questions-réponses d'une façon interactive. La start-up DeepMind a été rachetée pour 500 millions d'US dollars par Google. Elle est spécialisée en apprentissage automatique et de neurones artificiels. Ces algorithmes s'inspirent du cerveau humain pour résoudre des problèmes sans apprentissage préalable. Ça, c'est une évolution considérable qui, finalement, est au service de l'ensemble des acteurs de cette économie nouvelle, avec un élément nouveau qui est que, depuis peu, l'ensemble de ces algorithmes sont ouverts. On voit Google qui ouvre son code d'intelligence artificielle en novembre 2015. 3 mois après, Facebook fait la même chose. Et maintenant, Microsoft vient de le faire. Donc tout ça crée, à mon avis, les éléments d'une intensification de toutes ces plateformes qui utilisent ces algorithmes et cette intelligence artificielle. Troisième évolution, et ça a été développé par M. Leibovici d'une façon très importante, l'évolution de cette forme d'économie, cette économie classique, avec un fournisseur, un client, une logistique, un réseau de distribution, des magasins, tout ceci d'une façon linéaire, qui maintenant devient en réseau.
La production de valeur ne se situe plus, ou moins en tout cas, dans l'objet ou le produit, mais dans la plateforme, en fait dans la relation directe. Peut-être allons-nous aller d'une économie de marché vers une économie de réseau. Je cite Pierre-Éric Levovici dans un article qu'il a publié, « La valorisation des interactions supplante celle des actifs ». En fait, Uber ne possède aucun bien, Airbnb aucun appartement, WeFarmUp aucun tracteur, et les rôles établis dans l'économie de marché sont bouleversés. Le client devient fournisseur, le concurrent devient client, les utilisateurs développent des relations commerciales entre eux, l'utilisateur devient à la fois producteur et consommateur. En fait, on modifie complètement le rôle et la hiérarchie des acteurs économiques, et c'est probablement cela que l'on appelle, ou que l'on peut dire, c'est un nouveau paradigme. En fait, dans ce nouveau paradigme, certains s'y perdent, mais certains y plongent et y nagent très bien. Je m'attendais également, de la part de M. Levovici et des intervenants, à avoir tout un dialogue sur l'évaluation. On parle beaucoup sur ces plateformes d'évaluer le service, d'évaluer le client, le fournisseur. Ça a été évoqué dans le tiers de confiance par certains, mais c'est vrai que ça n'a pas été beaucoup développé. En revanche, ont bien sûr été développés le fait que tous les services de l'économie finalement étaient touchés, le logement, le déplacement, le retail, la finance, maintenant l'enseignement. On a cité les sites dans l'agriculture. Moi, j'ai fait une petite recherche, parce qu'on parle beaucoup de Blablacar, le convoiturage classique, qui, entre parenthèses, depuis 10 ans, s'est lancé, mais a levé 177 millions l'année dernière. En fait, quand on regarde, ça a donné beaucoup d'idées et beaucoup de naissances. On peut citer WeTruck, convoiturage en camion. E-Tech, convoiturage à la sortie des boîtes de nuit. Ça, c'est pour les jeunes de Beauvais que je salue, parce que, ayant passé 5 ans dans mon jeune temps, il y a quelques années, ça aurait, à mon avis, facilité un certain nombre de retours de soirée. Cogetag, convoiturage en jet. Mpopisi, autopartage de véhicules destinés aux entreprises, des collectivités et des entreprises. Caros, convoiturage, domicile, lieu de travail. Ça, ce sont les start-up. Mais maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que le mouvement est rattrapé par un certain nombre d'acteurs majeurs, entre autres là, des transports, Air France avec WeJet, la SNCF avec WeCar. Donc finalement, ce mouvement bouscule les acteurs majeurs et présents sur ce marché. Voilà un peu pour la présentation qui a été faite par M. Levovici. Après, nous avons eu des présentations des différents intervenants et on a commencé par Catherine Migaud, qui nous a expliqué le village Baïséa. Et là, qu'est-ce que j'ai entendu dans la vidéo? Un foisonnement, des méthodes de travail, le 5 par 5, les petits déjeuners. En fait, c'est une ruche, je ne sais pas si elle dit oui, mais en tout cas elle fourmille, et c'est pour moi une nouvelle plateforme parce que c'est une mise en relation physique des individus. Ça n'a pas été une mise en relation numérique, mais qu'est-ce qui a été évoqué souvent par les auteurs, enfin par les témoins qui ont été cités? C'est une plateforme d'intermédiation physique, on rencontre d'autres créateurs, on rencontre d'autres services, et finalement, c'est une forme de plateforme qui a été créée par le village Baïséa. Le deuxième élément qui m'a marqué dans les propos de Catherine, c'est qu'elle a bien sûr parlé du changement de paradigme, mais elle a surtout dit, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, que ça avait modifié la vision des dirigeants du Crédit Agricole, que ça les avait bousculés, je la cite. Et ça, à mon avis, c'est une bonne chose, parce que ça montre que même les économies modernes, les économies classiques, peuvent se remettre en cause, ou tout au moins entendre le fait d'être bousculées par les économies récentes. Ensuite, Mathieu Dancre, Green Channel, financement participatif, énergie renouvelable, transition énergétique. 2 choses m'ont marqué. Tout d'abord, il a insisté sur le fait que cette forme nouvelle de financement n'était pas en concurrence avec le financement classique, mais que c'était un complément. Et là, ça a fait l'objet de débats qui sont revenus après dans les échanges. Alors je me suis dit, pourquoi les taxis sont-ils inquiets d'Uber ? Pourquoi, lorsque vous regardez le congrès de la branche professionnelle des hôtelleries, le dernier congrès, sur quoi a-t-il porté ? Sur la concurrence déloyale
de Airbnb et le fait que leur métier allait disparaître. Faut-il avoir peur ou faut-il penser que c'est un développement nouvel de l'économie? Moi, je pense sur la deuxième question. Et puis, Mathieu d'Ancre a aussi insisté sur l'importance de la confiance entre les tiers dans ces plateformes. Et ça, je crois que c'est effectivement un élément. Je m'attendais à avoir un petit développement sur la partie notation, mais non, c'est resté sur la confiance. Ensuite, Jean-Paul Hébrard, location de matériel agricole entre professionnels, qui a commencé par nous expliquer l'histoire de l'ubérisation de son métier de base, le journalisme, qu'il avait estimé comme étant ignoré de sa profession, sauf de lui, ce qui montre la vision d'un certain nombre d'entrepreneurs visionnaires, comme il peut l'être. Et puis après, l'histoire des formes de mutualisation, avec l'entraide classique, les CUMA. Je m'attendais à voir citer les ETA, c'est aussi une forme de regroupement d'investissement, et puis tout ça découlant naturellement sur la nouvelle forme de location, la location entre professionnels, et en l'expliquant face à l'augmentation des prix, face à la volonté de trouver du revenu complémentaire par les agriculteurs. Tout ça étant dans une certaine logique que je partage globalement. Et puis, l'autre élément de ses propos, c'est que j'ai apprécié à sa juste valeur et qui a été précisé dans le débat ensuite, c'est la naissance du co-farming. La coopération numérique, à ne pas confondre avec la coopération agricole, on l'a bien compris après nos différents échanges. Je pense qu'effectivement, cette notion de co-farming et de coopération numérique qui renforce les liens et les relations entre les agriculteurs est une bonne chose, car de plus en plus, nos modes de production agricole nécessiteront que les agriculteurs ne raisonnent plus sur leurs parcelles, certes sur leurs parcelles d'une façon individuelle, mais aussi sur un ensemble de parcelles. On parle des bassins versants, on parle des zones plus larges. Puis, Kevin Campuy, plateforme d'accélération de conseils de financement sur le food. Trois éléments ont attiré mon attention. Tout d'abord, l'importance dans la création de ces entreprises de l'agilité, la réactivité, la croissance exponentielle. Tout ça sont des éléments tout à fait caractéristiques et constitutifs de cette nouvelle économie. Le deuxième, et là il l'a expliqué d'une façon très claire, avec des formules B2B, B2B2C, B2C, B2C2C et C2C. Tout le monde l'a retenu. Le nouveau paradigme, en fait, d'une façon très concrète, la relation entre les acteurs économiques change, évolue, l'un fait l'autre, l'autre fait l'un, mais en fait, globalement, c'est une fluidité des relations économiques qui est accrue. Enfin, le troisième élément, qui me semble très important, et qui me semble, à mon avis, comme étant le moteur de ce développement, c'est la simplicité d'usage. Il a dit le sans friction, l'ultra-personnalisation. Là, l'algorithme qui va bien faire le calcul de ce qu'on veut. Le service utile, ne pas payer pour ce qui ne rend pas service. Ou bien, ce que je serais tenté de dire, la simplicité d'usage n'a pas de prix, mais elle a peut-être probablement un coût. Et puis là, je voudrais rebondir sur un de ses propos. C'est vrai, Google a une capitalisation qui est record. Dans les Échos aujourd'hui, un titre annonçait « La capitalisation boursière de Google vient de dépasser celle d'Apple, 500 milliards d'US dollars. Celle d'Apple diminue progressivement par son modèle économique qui est basé uniquement sur l'iPhone, alors que celui de Google croît, et on est à la croisée des chemins. » Enfin, on a eu un exposé de François Chaix, La ruche qui dit oui. Quel nom, La ruche qui dit oui. Puis en plus, vous avez des adeptes, parce que j'ai noté que dans Green Channel, dans la présentation, il y avait des abeilles qui volaient. J'ai noté chez Mimosa qu'on rémunérait avec des pots de miel. Finalement, la ruche et les abeilles sont au cœur de notre économie. Ce qui m'a attiré et ce que j'ai trouvé intéressant dans ces propos, c'est tout d'abord que cette mise en relation, cette intermédiation qui nous a été expliquée par M. Levi-Wetchi, en fait, elle peut recréer du lien social. Elle recrée de la relation physique.
Elle recrée des relations réelles, des communautés de personnes qui finalement ne se connaissaient peut-être pas, mais qui finalement se rencontrent dans ces ruches. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que j'ai noté, c'est cette notion d'apprentissage, d'amélioration, de la connaissance du métier de l'agriculteur, du bien ou du mieux manger. Finalement, tout cela est quand même globalement positif pour les utilisateurs. Voilà un peu ce que j'ai retenu de tous ces débats. Et maintenant, en tant qu'administrateur de la SAF Agridé, je voudrais bien sûr saluer tout le travail qui est fait par les permanents et en particulier sur les groupes de travail, dont un sur le big data, le numérique, qui se réunit régulièrement et qui fait évoluer la réflexion, car justement, SAF Agridé, c'est un think tank indépendant. C'est un think tank où on a des échanges et des débats en parfaite indépendance, en parfaite je dirais, écoute les uns des autres. C'est vrai que SAF Agridé prend des positions en tant que think tank, mais à mon avis, et en conclusion, c'est surtout ça qui me semble important, c'est qu'il permet à chacun de repartir avec une vision peut-être différente, un angle de vue différent, une écoute différente, afin de se forger son libre arbitre, afin que les agriculteurs ou les citoyens soient des acteurs responsables de notre économie, et c'est ce que je souhaite, bien sûr, à vous tous et à tout le monde. Merci. Merci beaucoup Alain pour cette brillante conclusion. Je vais faire très très court. Je vais remercier le Crédit Agricole, partenaire de cet événement. Merci aux intervenants Catherine Migaud, Kevin Canfuy, Mathieu Dancre, Jean-Paul Hébrard, François Chez. Si j'avais pu tweeter, peut-être que j'aurais dit la plateformisation, c'est un peu un néo-concept dans un néo-capitalisme pour une néo-agriculture. Je ne sais pas si ça tient en 140 signes, mais voilà. En tout cas, j'espère qu'on vous a fait rentrer dans la 4e dimension de l'agriculture. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi les débats. Je vous dis à très bientôt. Merci.